bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout cela, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Bienvenue à tous. Au sommaire, ce soir, il sera question de devises. À chacun la sienne, vous me direz. En tout cas, l'arc lémanique, lui, a trouvé la sienne. Il s'agit du Léman. Depuis plus de 4 ans, la monnaie locale a débarqué dans le bassin transfrontalier. Son président nous rejoindra. Ensuite, vous saurez comment conjuguer talent et terroir, gastronomie et filière courte, en tout cas du côté d'Évian également. Là, ils ont la réponse. Elle s'appelle Récompensa 2018. Nous y reviendrons. Enfin, pour finir sur une bonne note, nous accueillerons une personne de l'Orchestre des Pays de Savoie qui entame une nouvelle saison avec plein de grands rendez-vous. Vous saurez tout. C'est en fin d'émission. Ne bougez pas. Bienvenue dans Accès Direct. Vous connaissez le principe de l'émission. Tout de suite, on commence avec les titres. Et ce soir, c'est Seb qui officie. Salut Manu. Ça va, Seb? Ça va. Et avec toi ce soir, on va prendre un peu d'altitude et monter sur les grands montées. Oui, on va aller à Chamonix. C'est Victoria Lopez qui s'est rendue sur place 1 mois et demi après le violent incendie qui avait touché les infrastructures. La compagnie du Mont-Blanc est en travaux de déblaiement, comme on peut le voir sur ces images, à la gare de Lognan, dans le domaine des grands montées. L'objectif, c'est d'ouvrir pour le début de la saison. Sur place, on est confiant, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. On attend de voir ça plus en détail, c'est dans quelques minutes. Et puis ensuite, on part sur un autre massif et dans un autre département. Oui, la vallée de la Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne. On en parle beaucoup, le chantier du Long-Turin. Il y a beaucoup d'accompagnements, beaucoup d'aménagements qui vont arriver, et notamment une maison, un organisme, la Maison de l'Habitat, qui propose à des propriétaires de les orienter, de les accueillir pour éventuellement louer leurs biens immobiliers à l'avenir. Un reportage de Frédéric Debuisson et Clémence Roilles. On a hâte de voir ça, c'est dans une demi-heure. Pendant que je te tiens, on enchaîne avec la revue de presse. Et avec toi ce soir, on va parler... J'adore. De chasse. On en parle beaucoup en ce moment. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, on était la semaine dernière avec Emmanuel Berger du côté de Jersey en Savoie pour un stage de jeunes chasseurs. Eh bien, l'actualité se bouscule un peu là-bas puisque le maire a pris la semaine dernière un arrêté municipal qui oblige les ramasseurs de champignons à porter un gilet fluorescent lors de leur cueillette pour être visible des chasseurs. Une décision qui ne fait visiblement pas l'unanimité dans le village, comme le montre ce tweet de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Alors on voit l'arrêté en question avec un commentaire « Obliger les ramasseurs de champignons à porter un gilet fluo pour être vus et éviter d'éventuels accidents, ça permet de se déresponsabiliser. Mais vu la portée des balles, interdire la chasse au moins le dimanche, c'est la mesure efficace. » Donc on le voit, entre les pros et les anti-chasses, le dialogue est pour l'instant rompu. D'ailleurs, on en profite, on aimerait bien faire un reportage sur l'occasion. Et monsieur le maire de Jersey, si vous nous écoutez, j'ai essayé de vous joindre, essayez de répondre à nos appels, ça ferait plaisir. On enchaîne avec un deuxième sujet et on reparle de cyclisme. Oui, le Tour de France, le parcours Tour de France a été annoncé la semaine dernière, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a aussi l'étape du Tour, tu sais, qui est réservée aux cyclotouristes, aux cyclogrimpeurs amateurs. Elle aura lieu donc le 21 juillet entre Albertville et Val Thorens. En gros, c'est le parcours de l'avant-dernière étape. Les 15 000 dossards étaient mis en vente hier et sont partis en une demi-journée. C'est un record. À titre de comparaison, l'année dernière, pour l'étape du Tour qui est reliée Annecy au Grand Bornand avec le passage sur le plateau des Glières, il a fallu 4 jours pour écouler les 15 000 dossards. Là, il a fallu moins d'une demi-journée. Donc c'est un record. Donc ça prouve l'engouement qu'il y a pour cette étape. On va encore voir beaucoup de cyclistes. Toi, tu as choisi de nous parler de la météo, forcément, la météo qui continue de faire des siennes. Bah, ça ne t'a pas échappé. Hein. C'est vrai que nombreux étaient ce matin ceux qui, dès les premières lueurs du jour, ont eu qu'un seul réflexe, c'est se bousculer vers leur réseau social préféré et aller partager avec le monde entier le fait qu'il neige en octobre. Amazing. Enfin, moi, je trouve ça génial, alors que c'est vrai qu'en moins de 24 heures, la Corse a été frappée par des vents de 190 km/h, que le Tessin suisse lutte encore aujourd'hui sous les inondations, que les habitants de Venise, comme on peut le voir, font face à des montées des eaux historiques de 156 cm, qu'on ne compte plus les foyers qui sont privés d'électricité, mais bon, c'est vrai, en montagne, il neige. Qu'est-ce que je dis à ça? Je like. Et puis la fake news à 80 ans aujourd'hui. C'est vrai, une info un peu plus sérieuse pour relever le niveau, car aujourd'hui, c'est en effet un anniversaire, celui de Diego Maradona. Oui, 58 ans, il faut le savoir quand même. Je suis sûr qu'il regarde l'émission, il nous adore. Mais aussi, c'est les 80 ans de la toute première fake news, tu l'as dit, qui a fait le tour du monde, car c'était le 30 octobre 1938. Un certain Orson Welles répandait un vent de panique aux US avec son émission La Guerre des Mondes. C'était sur les ondes radiophoniques de la chaîne américaine CBS. Alors aujourd'hui, alors que les hoax, les fake news se répandent un peu dans tous les médias, le débat est plus que jamais d'actualité. D'ailleurs, le site internet de la RTS y consacre toute une étude et ses implications actuelles. C'est vraiment passionnant et intéressant. Je vous conseille d'aller y faire un petit tour. Merci beaucoup Seb. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour le rappel des titres et le JT. Et j'accueille tout de suite notre premier invité en la personne de Jean Rossiot. Monsieur Rossiot, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous.
Alors, Monsieur Rossio, vous êtes l'un des tout premiers porteurs du projet de la monnaie Léman. Vous êtes aujourd'hui son président côté suisse, vous êtes son porte-parole également. Porte-parole, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque aussi un anniversaire. Bon, c'était en juillet, si je me souviens bien. C'était en septembre. En En juillet, on a lancé l'association, mais on a lancé la monnaie c'était autour du 18 septembre 2015. exactement, Voilà. pour Alternatiba. Alors justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec 4 ans d'expérience, 4 ans de maturité, cette monnaie... 2015-2018, pour moi, ça ferait 3. Ça fait ces 3 peu près, je m'avance, je me vois déjà en 2019, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette monnaie, elle est vraiment ancrée dans le territoire. Elle a séduit beaucoup de monde. Je lisais sur le site internet 550 professionnels qui ont adhéré, plus de 1600 membres. C'est un succès chronique d'un succès annoncé, comme on dit. Oui, oui, et ne soyons pas triomphalistes. C'est-à-dire que c'est un très très bon succès d'estime. Et je pense qu'on a vraiment lancé non seulement un mouvement, mais aussi toute une perception de ce que peut être le local, consommer responsable, consommer d'une manière transfrontalière, aussi sans avoir peur du tourisme d'achat, alors que ça menace quand même les commerces en Suisse. Et donc de penser tout cela ensemble, de penser de manière collective, avec 550 entreprises, vous l'avez dit, avec peut-être 200 membres bénévoles qui sont venus construire le Léman papier, le Léman électronique. C'était un très gros succès. Maintenant, on doit continuer, se professionnaliser, montrer qu'on construit des filières économiques. On vient de terminer la filière de la bière, de la bière locale, depuis la céréale jusqu'au bistrot. On fait la filière du pain. Voilà, construire des filières économiques totalement, disons, avec des producteurs qui travaillent en monnaie locale, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas en même temps en francs suisses ou en euros, hein, évidemment. Bien sûr. Ouais. Alors cette monnaie, à la base, elle se voulait d'abord, vous l'avez dit, un peu éthique. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une charte, il fallait quand même respecter un certain engagement écologique, éco-responsable, développement durable. Oui, c'est un de nos fondements. C'est un de nos fondements. On n'a pas changé ce principe. Au contraire, on l'affirme, on est en train de réfléchir à des certifications. On veut faire du Léman un label. Un label qu'on peut aussi reproduire sous forme d'autres monnaies ailleurs. On n'est pas non plus impérialiste de ce côté-là, et je pense qu'il faut une multiplicité de monnaies. Donc évidemment, les entreprises qui adhèrent au Léman signent une charte de responsabilité et on les aide à être en amélioration continue par rapport aux objectifs de la charte. Alors là, la monnaie vient de passer un nouveau cap avec déjà la réimpression de beaucoup de coupures, hein, avec des nouveaux billets qui sont sortis des presses il n'y a pas très longtemps que ça. Et puis un autre grand cap, c'est celui du numérique, vous l'avez dit, avec l'application Léman. Et ça, c'était vraiment un gros pas en avant. Alors là, on a fait le pas il y a une année exactement. Et aujourd'hui, on peut annoncer que nous sommes passés à l'étape supérieure, c'est-à-dire que le porte-monnaie que vous avez vu, qu'on voit à l'écran passer, je pense qui défile, le porte-monnaie électronique, aujourd'hui, est un porte-monnaie électronique multimonnaie. C'est-à-dire que si d'autres monnaies comme l'ELEF, par exemple, ici dans la région, ou d'autres monnaies en France ou en Suisse ou ailleurs, désirent venir sur notre système, ils peuvent utiliser notre portefeuille. Et au moment où on ouvre son compte en Léman ou dans une autre monnaie, on arrive dans l'univers du Léman ou dans l'univers d'une autre monnaie. Finalement, c'est ça un petit peu le lien social entre les différents peuples que vous imaginiez à la base avec la création de cette monnaie. Tout à fait, on est en train de le mettre en œuvre tranquillement, peu à peu, mais en construisant d'abord dans le Léman et après en utilisant les réseaux internationaux pour développer le même système un peu partout, là où les gens veulent. Vous le disiez, elle est totalement transfrontalière, cette monnaie. Et c'est vrai qu'avec le bassin de vie, le fameux arc franco-valdo-genevois, le Grand Genève, comme certains disent, aujourd'hui, elle a... Il ne faut pas dire ça à Lausanne, il y a Evian. Hein. Justement, j'allais y venir. Et c'est vrai que petit à petit, vous prenez de plus en plus d'importance, ne serait-ce que territorialement parlant, vous implantez à Lausanne, c'est déjà fait? Oui, à Lausanne, c'est déjà fait. À Evian, ça a été assez vite au début, puis là, il faut qu'on reprenne un peu, Evian-Tonon. Évidemment, le PayJet aussi, le PayJex, tout le côté. On pourrait aller jusqu'à Annecy, d'ailleurs, ça dépend des utilisateurs. Hein. Nous, on n'a pas. Il faut que les gens se sentent appartenir à un bassin de vie. On essaye de faire recoller la monnaie à un bassin de vie. Il se trouve que notre bassin de vie est transfrontalier parce que le lac nous unit plus qu'il nous sépare, en fait. Alors, la vision d'avenir, comment vous la voyez, cette monnaie, ce Léman, d'ici quelques années? Alors, il faut faire des paris sur l'avenir. Non, moi je pense qu'on doit vraiment se professionnaliser maintenant. J'ai compté récemment qu'on a entre 1,2 million, 1,3 million, on a produit pour 1,2 million, 1,3 million de valeur
qu'en travail bénévole. C'est-à-dire que si on avait payé les heures pour arriver à faire ces applications, tout ce lien avec les entreprises, ça nous aurait coûté beaucoup. On a fait ça de manière complètement bénévole. Aujourd'hui, si on veut garder un professionnalisme par rapport aux entreprises à qui on offre des services, et on offre un service aussi qui est très intéressant pour les entreprises, qui est le crédit mutualisé. C'est-à-dire c'est des lignes de crédit à taux zéro, à 0% d'intérêt, et quel que soit le taux d'intérêt ailleurs. Si on veut faire ça comme il faut se professionnaliser. C'est pour ça qu'on est en recherche de transformer une partie de nos activités en activités, une coopérative de commerce et d'entreprise. C'est toujours sous l'égide de Ça se fera? Alors, Ça se fera, c'était ce qui nous a permis de lancer. Donc, ça sera sous l'égide du Léman ou d'une coopérative qu'on appellera Lémanex, pour changer un petit peu le nom par rapport au Léman, en disant que c'est le Léman qui s'échange. Ça, c'est à quel horizon? On est dedans. C'est incessamment. On est en phase de recherche de financement. Les plans d'affaires sont faits. On est dans une phase de terminer, de passage de cette étape. Alors, on l'évoquait il y a quelques minutes, on le voit sur les images il y a quelques secondes. C'est vrai qu'il y a de nouvelles coupures, de nouveaux billets du Léman qui ont été justement mis en circulation. C'était également une étape obligatoire, en tout cas, c'est preuve du développement de cette monnaie. Oui, et puis aussi, ça donne un petit peu de frais aussi. La plupart des monnaies complémentaires changent de coupure assez souvent. On avait envie aussi de montrer qu'il y avait un lien. Vous voyez le QR code sur nos billets. Notre Léman électronique est fondé sur quelque chose d'assez nouveau, qui est la blockchain, qui est un peu comme le Bitcoin, mais d'une manière non spéculative et d'une manière non gaspilleuse d'énergie. Et nos billets sont également inscrits sur cette blockchain. C'est ce qu'on voulait montrer. Donc, si on scanne le billet, je pense que c'est une quasi-première mondiale, je ne veux pas nous flatter là-dessus, mais si un utilisateur scanne le billet, il pourra voir quelle est la valeur effective de ce billet, s'il a été vraiment chargé, et si c'est un vrai ou si c'est un faux. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années? Je pense qu'on doit décupler. C'est-à-dire que si dans 5 ou 6 ans, on n'est pas à 5000 entreprises dans la région, on aura réussi un bon succès d'estime et on aura réussi à faire réfléchir les gens à ce qu'est une monnaie et comment on peut se la réapproprier de manière citoyenne, mais on n'aura pas eu un impact suffisant sur le territoire. Avec 5 000, 6 000 entreprises, on commence à avoir un impact et là, ça sera intéressant. Vous êtes qu'à 10%, j'ai envie de dire. 10%. Il y a une belle marge de progression. Il y a une très belle marge de progression. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup en tout cas, M. Rossio, d'avoir été avec nous ici sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Je vous laisse repartir direction de la régie. Juste pour moi, le temps d'accueillir notre prochain invité en la personne de Stéphane Conessant. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir. C'est un plaisir pour parler. On va tout de suite, me faire un petit geste qu'il y a un petit souci de micro, mais c'est pas grave, parce qu'on est équipé. On va le rattraper comme ça. Exactement. Voilà, tout va bien. Et on disait, bienvenue. Je disais bonsoir. Vous avez fait bonne route depuis les affres, justement. On est très léman ce soir, on est très arc-lémanique. Il fait beau, donc la route était bonne, facile à faire. Ça c'est génial, ça fait plaisir à Tout va entendre. Et avec vous ce soir, on va parler justement d'une innovation, on peut le dire, parce que c'est une première, un nouveau festival. Dites-moi si Nouvel événement. Alors festival, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais c'est l'idée en fait, effectivement. Un nouvel événement dédié à la gastronomie. On a voulu créer ça à Évian, donc ça aura lieu là cette semaine, en fin de semaine, du 2 au 4 novembre. On a souhaité créer un rendez-vous dont la vedette vont être les produits du terroir, en fait, les produits, les savoir-faire de la région, enfin des Savoie, de Savoie-Haute-Savoie. Souvent, on a l'habitude de voir des événements où les chefs sont les vedettes. Et ils sont quelques-uns, c'est vrai, dans nos départements. Voilà, on a cette chance, et à Évian également aussi, bien sûr. Et là, les chefs vont faire partie, notamment des jurys, vont faire partie des animations du programme, mais les vedettes, ce seront les produits. On a ce qu'on appelle un concours professionnel, un concours général des produits de Savoie-Haute-Savoie, qui va être alors d'abord un concours professionnel à huis clos, donc avec un jury composé de professionnels et d'amateurs, de monsieur et madame tout le monde, qui vont participer pour évaluer ces produits. Et puis tout un programme d'animation, d'événements, on va dire, sur samedi et dimanche, donc là, totalement ouvert au public, bien sûr. Je le rappelle parce que j'ai oublié de le faire, je suis navré, je manque à tous mes devoirs. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme d'Évian. C'est bien ça, ouais, tout à fait. Donc,
habitué à l'événementiel, à la gestion en tout genre. J'imagine qu'à Evian, vous ne devez pas vous embêter beaucoup. Là, il manquait concrètement un petit trou dans l'emploi du temps sur lequel ça redescendait. C'est pour ça qu'on a créé cet événement où il y avait vraiment une nécessité de mettre en valeur, justement, de valoriser tous ces savoir-faire et ces produits savoyards. C'est un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'à Evian, on a une vraie volonté de politique événementielle, d'activité événementielle sur l'ensemble de l'année. On a un tourisme qui ne se limite pas à juillet-août comme on a pu le connaître traditionnellement auparavant. Donc on a une vraie activité sur l'ensemble de l'année et on veille à travailler à l'équilibre de l'événementiel avec des thématiques variées sur l'ensemble de l'année. Et puis on avait le souhait et la demande aussi à Evian d'organiser quelque chose autour de la gastronomie et notamment dans cette période des vacances d'automne, on ressentait le besoin en fait de créer un événement à ce moment-là. Et donc on a, après avoir étudié un petit peu bien sûr tout ce qui se fait dans le territoire pour éviter de faire des choses qui existent déjà, eh bien on a pris la décision donc de créer cet événement dédié aux produits, donc avec un nom Récompensa qui est un nom savoyard, comme vous l'avez peut-être deviné, qui veut dire récompense tout simplement. Le but étant d'encourager à la qualité des produits, aussi de repérer des choses des productions, des produits qui plaisent au public, aux professionnels, de les mettre en valeur. Et puis quelque part, parce que c'est aussi la stratégie d'Evian, c'est de viser à la qualité et d'entraîner à la qualité, j'ai envie de dire, sur l'ensemble de ces produits. Donc c'est l'objectif de cet événement-là. Alors, c'est vrai que autant Récompensa, je l'avais saisi. Autant il y a un mot, c'est vrai que j'ai pas tout à fait, je voulais avoir vos lumières. Je vais y arriver, vous dénommez comme un concours organoleptique. Ah, ça, c'est le mot. Alors, on a un spécialiste chez nous qui s'appelle Yves-Marie Guyot, qui est l'animateur de cet événement et qui travaille, qui est notre chef de projet événementiel. Alors, organoleptique, ça veut dire à l'aveugle, en fait, notamment. On va pas. L'objectif, c'est que chacun ne soit pas influencé par quelque chose que ce soit, un nom ou je sais pas, une couleur, un aperçu, etc. Le but, c'est d'être vraiment totalement neutre. Tout est parfaitement encadré, organisé pour que chaque juré ne soit pas influencé par quoi que ce soit. Donc il y a un certain nombre de choses qui se font de façon organoleptique, c'est-à-dire totalement à l'aveugle. Et bien sûr, tout a été rendu anonyme. On a une équipe qui se dédie à ça, qui rend anonyme les produits, qui prépare tout ça pour le huis clos de vendredi. Et donc les jurés vont tout découvrir ce jour-là. Personne n'aura rien vu avant, puisqu'évidemment c'est important de respecter les règles du jeu. Moi-même, je proposais même de participer, mais on m'a dit ah non, surtout pas, vous ne pouvez pas, parce que vous avez suivi l'organisation, donc non, c'est pas possible. C'est important que les règles soient claires et établies pour le sens qu'on va donner à ces médailles à la fin de ce concours, en fait, tout simplement. Alors, au cas où il y a des cuisiniers en herbe qui se sentent un peu la fibre, il est encore possible de concourir ou en tout cas de venir voir le concours? Alors oui, le concours professionnel, il est à huis clos, donc lui non. Les produits, les inscriptions sont faites, les produits sont en cours de livraison, donc tout va se faire à huis clos vendredi. Par contre, il y a un concours amateur effectivement qui est encore ouvert et qui aura lieu pendant le week-end. Et puis il y a un concours des nouvelles saveurs. Donc là, on va inviter le public qui viendra visiter le salon le samedi et le dimanche à participer dans ce qu'on a appelé un couloir d'évaluation, parce qu'on va rentrer dans des règles, forcément. Encore une fois, il faut respecter un certain nombre de règles. Donc on va accompagner le grand public qui pourra participer à l'évaluation de produits dits de nouvelles saveurs, donc des créations de nos producteurs de Savoie Haute-Savoie. C'est vrai que le spectre est quand même assez large parce que du terroir, des jolies choses de notre terroir gastronomique, il y en a quelques-unes. J'ai noté que sur les différentes catégories du concours, il y en a une sur les nouvelles saveurs de Savoie et de Haute-Savoie. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est ça qui est intéressant, c'est de laisser s'exprimer nos producteurs à la fois sur les choses traditionnels, j'ai envie de dire, qu'ils ont l'habitude de proposer, de fabriquer, de créer, mais aussi de les laisser s'exprimer autour de l'innovation finalement, parce que les produits c'est aussi de l'innovation. Donc on a des producteurs qui nous proposent des nouveautés réelles, des croisements, pourquoi pas, de produits qu'ils ont l'habitude de préparer. Donc là ils vont les proposer et là on va vraiment encore une fois laisser le public les évaluer et pas uniquement un jury à huis clos, parce que là c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de faire cette proposition au grand public et de voir comment ce grand public va réagir pour décerner un prix du public finalement sur ces nouvelles saveurs. En tout cas, j'imagine que le travail était intense pour préparer cette première édition. J'imagine qu'il y a un petit peu de travail en amont. C'est pas un petit événement fait à la légère. Pour que ça fonctionne, il faut être hyper professionnel. Effectivement, c'est un vrai concours professionnel
très carré, j'ai envie de dire, tout simplement. Et donc, il y a beaucoup de règles très précises, un règlement très précis. C'était pour le sens de l'événement et la pérennité de l'événement, c'était important, effectivement, que nos équipes travaillent très activement sur ce sujet-là et pour son succès, tout simplement, et viser toujours la qualité que l'on vise à Evian, quels que soient les domaines. C'est quelque chose qui nous tient à cœur de toujours viser l'amélioration de la qualité et tirer vers le haut. Bon, premier rendez-vous, quelle heure, quel endroit? Pour le public, c'est samedi matin. Alors, ce qui ne se verra pas, c'est que les jurés, eux, vont travailler vendredi après-midi, mais au Palais des Festivités à Évian, à 10 h, donc samedi, et puis l'ensemble donc, de la journée du samedi et la journée du dimanche, avec un certain nombre d'animations, en fait, conférences, ateliers, il y a tout un programme, salon, bien sûr, plein de choses qui sont proposées sur l'ensemble des 2 jours. Eh ben voilà, le message est donc passé, vous n'avez plus aucune excuse si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. J'imagine que toutes les informations sont bien sûr sur le site internet, Récompensa 2018 et Ville d'Évian. Ville-évian.fr. Tout simplement. Merci beaucoup, M. Connaissant, Merci d'avoir été avec nous. Et je vous laisse repartir en régie, juste le temps, et laissez le micro. Je vous le rends. Merci. Je le laisse là. Ouais, parfait. Juste pour moi, le temps d'accueillir quelqu'un que je crois que vous connaissez bien. On a des personnes de Damien Pousset, administrateur général de l'Orchestre des Pays de Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, bon, normalement, on ne devrait plus avoir trop de soucis de micro, mais bon, au cas où, il est dans un coin, vous savez qu'il est là. L'Orchestre des Pays de Savoie, toute une tradition. Alors là, encore, moi et les maths, ça fait 12, mais 34 ans d'existence. Oui, c'est ça, 34 ans d'existence. C'est un bel âge, c'est un âge de maturité déjà. Alors justement, grand âge ou âge de maturité? Alors c'est un âge de maturité, mais c'est un âge où on a encore beaucoup de ressources et on joue là-dessus évidemment. C'est un orchestre qui est en pleine dynamique aujourd'hui, avec beaucoup de jeunes qui viennent de nous rejoindre. On vient de passer cet été 6 nouveaux recrutements sont arrivés, donc c'est très important, des jeunes musiciens, plein de sève, plein de talents, qui ont beaucoup d'envie. Et donc c'est un orchestre à maturité comme ça, c'est une formation qui est sans cesse en renouvellement et qui poursuit sa route, mais avec beaucoup de vigueur. Alors une belle aventure, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément l'ambition de passer orchestre symphonique, orchestre philharmonique, c'est un orchestre de chambre et j'ai l'impression qu'il se suffit à lui-même de la sorte. Ben, non seulement ça, mais en fait c'est d'ailleurs un des rares orchestres de chambre en France, donc il faut déjà le noter, c'est-à-dire que plutôt que d'en faire une difficulté, parce qu'on pourrait se dire, voilà, on voudrait devenir très grand, très je dirais, volumineux, pour pouvoir faire des répertoires gigantesques, mais non. La qualité de cet orchestre, justement, c'est d'être centré sur un nombre de musiciens très, je dirais, restreint, ou en tout cas bien contenu. C'est 23 musiciens permanents, donc c'est peu. Mais en revanche, il y a une volonté, du coup, à travers cette formation de chambre, d'aller vers la qualité, l'excellence. Et plutôt que d'en faire une faiblesse, en fait, nous, on voudrait en faire une force, c'est-à-dire se dire, on est un orchestre léger, mobile, plein de vitalité, justement, avec ces recrutements. Et en fait, la force que l'on a, finalement, c'est d'être un orchestre qui, par sa dimension, a une capacité à se déplacer sur le territoire, sur tout le territoire des Savoies, par exemple. C'est très rare, il faut le noter, que peu d'orchestres en fait, sur le plan national comme le nôtre ont cette capacité, justement cette mobilité. Donc c'est une force pour nous et on joue là-dessus, enfin on veut s'appuyer là-dessus pour en faire un orchestre très moderne. Alors vous avez votre pied-à-terre à la Grange-au-Lac, à Évian, mais comme vous le dites, c'est vrai que vous rayonnez beaucoup dans nos 2 départements et même au-delà, puisqu'on peut trouver quand même pas mal de dates de concerts dans le reste de l'Hexagone. Et c'est vrai que la saison a commencé pour vous et a commencé d'arrache-pied avec un mois de septembre qui était déjà bien chargé. Oui, c'était très dense. Alors il faut dire que l'orchestre a démarré sur une très belle série, très particulière, et ça c'est une des choses en fait qu'on est en train d'impulser, c'est-à-dire de varier les formats des concerts que l'on donne. C'est-à-dire qu'on a bien sûr le format classique, vous voyez, le concert très traditionnel, et on essaie de trouver des manières de donner un petit peu de piment à tout ça, un petit peu de vie, de vigueur, de vitalité, enfin je ne sais pas quel est le mot. Mais en tout cas, on vient de passer une très belle série justement qui nous a fait nous déplacer pas mal. On est allé jusqu'à Paris, à l'abbaye de Royaumont précisément. Et c'était une série sur des instruments historiques,
c'était la reconstitution finalement de ce qu'était à l'époque un salon au temps de Chopin. Donc c'était un concert autour de Chopin. Et dans ces moments de création, donc là la période c'était la moitié du 19e siècle, en fait les concerts de création c'était des concerts où il y avait du chant, du piano, de la musique de chambre, du grand orchestre. Il y avait des mélanges comme ça. Et on a reconstitué ça avec un piano historique de 1842, donc un vieux Pleyel 1842. Et puis tous les musiciens étaient eux aussi sur des instruments d'époque. Donc c'est une façon un peu bizarre, un peu particulière d'aborder le répertoire. En tout cas, on appelle ça historiquement informé. Et nous, ça nous intéresse d'aller dans des choses comme ça un peu pointues que d'autres ne feraient pas forcément. Et ça, c'est un exemple de notre activité du mois de septembre. Et puis samedi dernier, nous étions à Évian pour un grand concert avec l'Académie de l'Opéra de Paris, donc des chanteurs. Et là, c'était du Mozart. Voilà. C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, vraiment. Oui. On parle de musique classique, mais musique classique au sens large du terme. Et c'est vrai que cette année, vous avez voulu une programmation qui soit un petit peu éclectique et légère. C'est vrai que partout où on peut aller, si on regarde votre site internet, les prospectus, les programmes, tous les concerts sont une légère tumulte d'amour, un léger retour du ciel, un léger souffle d'Amérique. C'est justement cet âge de maturité, quand on en revient là, mais qui vous permet d'aborder les choses avec plus de légèreté? Il y a plusieurs motivations en fait. La première, en fait, mais je dirais que quand on a comme ça la chance d'avoir des musiciens classiques, ce sont des gens extraordinaires, on ne se rend pas compte parce qu'on les voit, ils sont finalement groupés. Mais chacun individuellement sont des gens qui ont une vie normale, dans la vie normale, et qui vivent au contact finalement de ce qu'est la société à l'heure actuelle. Et je réponds d'une façon un peu biaisée, vous allez me dire. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'orchestre, en fait, notre volonté, notre préoccupation, c'est qu'il colle à notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Et on a noté, en fait, que une des caractéristiques peut-être les plus fortes aujourd'hui de nos modes de vie, c'est justement cette notion de légèreté. C'est-à-dire qu'on vit dans un environnement qui s'est allégé. On a des outils nomades, les téléphones, qui sont des ordinateurs hyper puissants, en fait. Mais ce sont des choses très légères. On vit dans des environnements, du design très léger, on fait du sport pour perdre du poids. Enfin, il y a une espèce de culture comme ça de la légèreté qui est un peu au fondement aujourd'hui, en tout cas c'est de notre culture actuelle. Et on s'est dit, en abordant ce thème, notre orchestre étant si mobile, si vital, si léger d'une certaine façon et si au contact de la population, et que ce soit dans les petits villages ou dans les grandes villes, on s'est dit que finalement c'est une chose qui nous caractérisait beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est la maturité, mais en tout cas, il y a une volonté comme ça de ne pas se décrocher finalement du monde dans lequel nous vivons. Et la musique classique, on pourrait avoir cette vision que c'est un art un petit peu ancien. On pourrait imaginer que c'est un peu une musique de musée finalement, qu'on viendrait exposer comme ça, mais à laquelle on ne toucherait pas. Et justement, ça c'est aussi une des préoccupations, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas une musique de musée, mais qu'on défende une musique qui soit une musique vivante, une musique de notre époque. Donc tous les arguments, je dirais, alors la légèreté c'en est un, sont bons pour amener en fait cet art qui pour nous importe beaucoup. En fait, je pense que c'est probablement une des choses qui nous apporte, enfin je parle des musiciens et du public mélomane dans son ensemble, on sait tous que la musique est un vecteur d'émotion extraordinaire et on ne voudrait pas décrocher. Et c'est la raison pour laquelle on cherche ces sujets et on va continuer d'ailleurs. Ouais, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, c'est vrai que le site internet, la programmation, elle est actée jusqu'à la fin de la saison. Vous n'allez pas vous ennuyer. Non. Et rester au contact de la population, j'ai bien compris, c'est un de vos enjeux majeurs, si on peut le dire. Oui. On a donc du coup, comme je le disais, on a développé des formats très particuliers. Alors, être au contact, ça veut dire être contemporain, par exemple. Donc, en décembre, on a un projet qui s'intitule Un léger retour du ciel. C'est un titre un peu poétique comme ça, qui est tiré d'une poésie d'ailleurs. Et c'est un concert de création. Donc, on a fait appel à 2 compositeurs, Daniele Ghisi, Samuel Sigicelli, consonances italiennes, qui vont créer des nouvelles œuvres pour cet orchestre. C'est des œuvres qui font intervenir des outils numériques. Il y a de l'électronique, il y a de la vidéo, il y a des choses comme ça. Donc, dans ce sens-là, on est au contact d'une certaine contemporanéité de notre monde. Mais ça peut être aussi le contact, un concert famille participatif, où on invite, ça c'est en avril, on invite les gens à venir chanter avec l'orchestre.
Dans un premier temps, il y aura la 40e symphonie de Mozart, qui est un des chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, qui sera expliqué, qu'on pourra triturer. Le public sera amené à jouer avec la musique. Ce sera d'une façon très très dynamique. Et puis ensuite à chanter sur des œuvres. Il y aura par exemple Babylon in Babylon de Gainsbourg, hein, qui est en fait inspiré de la 3e symphonie de Brahms. Donc on fait des liens comme ça. Et ça, c'est Gainsbourg, c'est pas nous. Mais en tout cas, on fait des liens comme ça qui permet au public finalement peut-être de s'approprier l'orchestre. On devient l'orchestre de chacun, mais aussi la musique. Et puis enfin, on va faire une chose un peu originale en fin d'année, au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de la musique de chambre pour l'orchestre, cette année en tout cas. Donc c'est le mois de mai 2019. Et on va aller, avec des groupes de musique de chambre, on va diffuser cette musique classique un peu partout, y compris même chez les gens, puisqu'on va distribuer, on va offrir des concerts d'appartement. C'est-à-dire que quelqu'un qui en aurait le souhait, en devenant ami de l'orchestre, on a un cercle des amis de l'orchestre, peut gagner comme ça un concert chez lui à domicile où il invite ses amis ou ses voisins ou qui il veut, ou comme l'a dit une personne l'autre fois, ça m'a beaucoup fait rire, personne, elle toute seule avec les musiciens. Voilà, donc ce sont des opérations que l'on mène comme ça qui visent à vraiment montrer que la musique classique, elle est pour tout le monde, elle doit être accessible, et y compris chez soi. Alors on développe toutes ces activités et puis bien sûr il y a énormément de choses qui seront faites pour nos enfants hein, dans les classes. Bien entendu. Eh bien, écoutez, en tout cas, Damien Pousset, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toutes les informations, bien sûr, sont sur le site internet et dans tous les bons programmes. D'ailleurs, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup d'œil. Moi, j'ai eu la chance d'assister 2-3 concerts. Je vous en dirai des nouvelles. Merci beaucoup, Merci Damien. Je vous laisse repartir direction la régie. Merci. Juste le temps pour moi d'accueillir Seb une nouvelle fois pour le rappel des titres. Sébastien, avec toi ce soir, on va parler du travaux des Grands Montets. Oui, la compagnie du Mont Blanc qui tente de panser ses plaies un mois et demi après un violent incendie qui avait ravagé la gare du téléphérique des Grands Montets. L'heure est au déblaiement, il y a beaucoup de gravats, beaucoup de choses à évacuer. Il y a un objectif pour la compagnie, c'est d'être prêt pour le début de la saison hivernale. C'est tout ce qu'on leur souhaite également. Et puis un tour depuis Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, Saint-Jean-de-Maurienne, qui va un des nombreux territoires qui va accueillir le chantier du Lyon-Turin, qui accueille déjà. C'est un chantier qui va s'accompagner de nombreux aménagements, de nouveaux changements, et notamment un organisme, la Maison de l'Habitat, qui propose d'accompagner des propriétaires pour l'éventuelle future location de leurs biens immobiliers. Il y a beaucoup de logements vacants dans la vallée de la Maurienne. Sujet complet dans quelques minutes, c'est dans le JT, mais vous connaissez le principe. Tout de suite, c'est la pause. On se retrouve juste après.